Salut, c'est la sorcière. Bienvenue dans Cinéma de sorcière, l'émission qui étudie la magie à travers le 7e art. On commence avec la saga Conjuring et sa terrifiante sorcière noire sataniste, Isla. Conjuring 3, Sous l'emprise du diable, est un film d'horreur sorti en 2021 et réalisé par Michael Chavez. Il s'agit du 3e volet de la saga Conjuring et le plus décevant. D'un autre côté, comment voulez-vous ne pas être déçu après qu'on vous ait vendu le film avec la bande-annonce la plus mensongère de l'histoire du cinéma? La Cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. En 1981, Arnie Johnson plaide non coupable de meurtre pour ses actes commis sous l'emprise du diable. Je ne me présenterai pas devant un grand jury en disant qu'il était possédé par des démons. Donc, non, c'est pas du pur Conjuring. On n'a pas peur. Globalement, on n'a pas peur. Et puis, c'est pas non plus basé sur des faits réels, mais 90% du film est de la pure fiction. Et non, c'est pas du tout un film de procès. C'est un film d'enquête paranormale. Et non, on va pas nous convaincre de l'existence du diable. En fait, on parle à peine du diable. Je crois qu'il n'y a que dans la punchline d'Ed Warren, qui est dans la bande-annonce, qu'on prononce le mot diable. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. Donc, rétablissons la vérité. La ligne de défense pour possession démoniaque a été refusée par le juge, et Arnie Johnson a écopé de la peine maximale pour légitime défense. Donc, en matière de faits réels, on a un procès perdu. Forcément, c'était pas facile de faire un film réussi avec une base pareille. Au tout début, oui, on a du vrai Conjuring. On flippe à mort, on a une séance d'exorcisme qui emprunte tous les poncifs du genre, le corps pris de convulsions et de contorsions absolument terrifiantes, des voix d'outre-tombe, bref. Tous les poncifs qui ont été pris depuis le film L'Exorciste, c'est très bien fait, on a peur, le démon va jusqu'à arrêter le cœur d'Ed Warren, et ça l'handicapera pendant tout le film, donc ouais, ça envoie du lourd. Et ensuite, on continue avec donc Arnie Johnson, qui est à son tour possédé par le démon, et qui est pris d'hallucinations terrifiantes qui vont carrément le pousser jusqu'au meurtre, et donc on arrive au procès, où, convaincu par les Warren, l'avocate plaide la possession démoniaque. How do you plead? Your Honor, my client pleads not guilty by reason of demonic possession. Fin du pseudo-contexte historique, fin de l'intro bidon, on peut passer au vrai film. Witch's totem used by Satanists in their rituals. Cette fois-ci, le véritable adversaire des Warren n'est pas un démon, mais une abominable sorcière sataniste. A master Satanist is not an adversary to be taken lightly. Et rien que pour ça, le film mérite un grand coup de chapeau. Enfin, un adversaire intéressant. Ça nous change des démons sans personnalité. Isla, la sorcière sataniste, a une histoire. Died in childbirth. The church couldn't know. Une personnalité.
un background, In order to protect her from all this, created a fascination. et surtout un charisme de malade et des punchlines à tomber par terre. God has shown you to me. And your God has damned you. Les Warren sont complètement dépassés face à cet ennemi d'un genre nouveau. Il leur faut enquêter dans des livres anciens pour comprendre le sortilège et la malédiction. It's early Renaissance. My Latin is rusty, but I think this is talking about a human sacrifice. Localiser l'hôtel de la sorcière pour arrêter le maléfice. Still a lot of ground to cover. Yeah, but not a lot of train tracks. Pour sauver Arnie Johnson, qui risque bien de ne jamais voir la couleur de sa peine de mort, de toute façon, car la sorcière va le pousser au suicide avant. She's reaching out to Arnie. Vous la voyez, la super intrigue paranormale, ça, c'est de l'enquête paranormale à la X-Files absolument passionnante. Et ça, c'est un vrai bon film qu'on va revoir avec plaisir. Oui, qu'on va revoir avec plaisir après la première déception. Et qui va être beaucoup plus agréable à revoir que les premiers Conjuring, qui sont tellement ordinaires, tellement banals comme film d'horreur. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici c'est-à-dire sur la chaîne Sorcière bretonne, c'est bien sûr la magie. Lorraine Warren nous gratifie d'une description détaillée de l'hôtel sataniste de la sorcière, 12 bougies noires disposées en cercle autour d'un pentagramme inversé dont la pointe du bas pointe vers la photo d'Arnie Johnson, et au milieu de tout ça, un calice à l'apparence vraiment glauque. Et bien sûr, grand grimoire à l'aspect poussiéreux et extrêmement sinistre. Alors, moi, l'apprentie sorcière de l'amour, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la vache, ça claque. Mais qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que c'est cliché, comment on est dans le pentagramme, les bougies noires. Oh là là, on est tellement dans le gros cliché bidon du satanisme. Alors c'est vrai, on est dans le cliché bidon du satanisme, mais n'empêche, j'avais tort. Il y a vraiment des bonnes choses à retenir de ce film et de cette sorcière. Et pour m'aider à décrypter tout ça, j'ai invité une sorcière sataniste, pardon, une prêtresse sataniste, Zelda. Salut Zelda! Bonjour petite sorcière. Bienvenue sur Cinéma de Sorcière. Tu es prêtresse sataniste. Oui. Chaque fois que je dis sataniste depuis le début de cette vidéo, j'ai l'impression de dire un gros mot, tellement la vision est super négative. Alors, donc on va parler de Conjuring 3, où là le prêtre des mots est carrément terrifiant, puisqu'il décrit donc les satanistes comme accomplissant des actes de profanation, blasphématoires, des sacrifices humains, enfin des choses absolument merveilleuses, donc qui leur donnent du pouvoir. À ma connaissance, le satanisme n'est pas vraiment comme ça. Oui, dans le satanisme, on ne fait pas de sacrifice humain. C'est des conneries. Nous, dans le satanisme, ce que nous faisons, c'est on fait des offrandes, que ce soit du vin, on peut aussi faire des offrandes de nourriture pour nos seigneurs infernaux, Satan, Belzébuth, etc. Dans le satanisme, il y a deux règles. On ne doit pas faire de mal à un enfant, on ne doit pas faire de mal à un animal. C'est deux choses qu'il faut respecter dans le satanisme. Si tu respectes pas ça, tu n'es clairement pas sataniste. Je suppose que toutes les personnes qui sont susceptibles de t'entendre te diraient la même chose. Oui, bien sûr, le satanisme de façon générale peut être relativement respectable. Et là, on parle d'extrémistes, on parle d'une secte précise qui a commis des horreurs.
Est-ce que ce genre de secte, est-ce que ça existe tout simplement? Alors, ça existe. Mais il faut se dire que ce type de groupe-là, ce ne sont clairement pas des satanismes. Ils n'ont rien compris aux valeurs et au sens du satanisme. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, en ce qui concerne la pratique sataniste. Dans le film, donc, on a une description assez précise, même des plans très, très clairs sur l'autel donc, de la prêtresse sataniste, Isla, avec donc 12 bougies noires, un pentagramme inversé, une étoile à 5 branches inversée, tu me diras le bon terme, au centre un calice, et la pointe du bas donc se dirige vers la photo de Arnie Johnson. Alors c'est beaucoup de choses. À ton sens, est-ce que cet autel, est-ce qu'il est crédible? Est-ce que ça ressemble vraiment à un autel sataniste? Alors oui, c'est représentatif d'un autel sataniste. Il y a le pentagramme, le calice. Alors on s'arrête 2 secondes sur le pentagramme inversé, c'est le summum du kitsch dans la représentation sataniste, mais apparemment vous l'utilisez en satanisme. Oui, il peut y avoir sur un autel un pentagramme inversé. Après, 6 bougies, ça fait quand même trop, parce que je te laisse imaginer la chaleur que ça dégage déjà. Comme tu peux voir, moi, je n'ai que 2 bougies. Alors précisément, on s'arrête sur la photo de Arnie Johnson qui est en bas du pentacle. Donc vu ce que tu m'as dit, ça c'est... Là, on entre dans un rituel de magie noire dans le but d'attaquer une personne. Mais je tiens à préciser, hein, la magie noire, c'est uniquement pour attaquer une personne qui nous a fait du mal. Si la personne nous a pas fait de mal, j'ai envie de dire que c'est un retour de bâton assuré. C'est un peu comme le triple retour. Zelda fait ici référence au triple retour. C'est une règle édictée dans la Wicca, qui est la sorcellerie la plus communément utilisée par le monde. Dans cette spiritualité et cette pratique magique, tout sortilège qu'on envoie nous reviendra, quoi qu'il arrive, 3 fois. Donc il y a de quoi hésiter avant de lancer des sortilèges de magie offensive, puisque le mal infligé nous reviendra 3 fois. Dans d'autres courants de la sorcellerie. Donc l'usage d'une photo, est-ce que c'est suffisant pour lancer une malédiction? Pour moi, c'est pas assez. Faut aussi des émotions fortes et négatives vis-à-vis de la personne. Par exemple, imagine que voilà, cette personne t'a fait du mal. Là, c'est une bonne motif. Enfin, c'est une bonne source d'émotions négatives que tu peux ressentir et tu peux l'utiliser pour jeter cette malédiction à la personne. Alors, toujours sur l'autel, il y a un élément vraiment central. C'est le calice. D'ailleurs, c'est cet objet que Ed Warren va ramener dans le musée des horreurs des Warren à la fin. Alors moi je suis un peu décontenancé parce que ce calice, un coup elle y fait brûler des choses, donc en tant que sorcière je dirais que c'est plutôt un chaudron. Sur l'autel d'une sorcière, on a différents objets qui vont nous servir à interagir notamment avec les 4 éléments fondamentaux. Donc l'eau grâce à notre calice, l'air grâce à l'encens, la terre grâce à des cristaux et le feu grâce au chaudron. Donc le calice et le chaudron ont 2 usages bien distincts. Le calice va nous servir à appréhender tout ce qui est liquide, ce qui va nous permettre d'accueillir à l'intérieur de nous des offrandes destinées à nos dieux ou toute autre préparation, potion dont nous voulons obtenir les effets, alors qu'à l'inverse, le chaudron va être destiné à détruire les choses dont on ne veut plus, comme par exemple les pensées négatives vis-à-vis d'une ex qu'on aura notées sur un parchemin. En même temps, après, elle y casse un œuf, elle boit dedans, donc là on est complètement dans l'usage d'un calice. Bon, dis-nous, toi, donc,
cet objet, c'est quoi? Le fait qu'elle casse des choses et qu'elle brûle des choses dans ce calice, et puis qu'ensuite elle casse un œuf pour boire, j'ai l'impression qu'ils ont bugué à un moment dans le film. Tu peux pas boire dans un chaudron déjà de 1, et de 2, vu tout ce que la personne elle a mis dans le calice, si j'étais elle, j'aurais appelé les urgences, parce que tu peux pas boire tout et n'importe quoi. Alors on a parlé de l'hôtel, mais il y a un objet qui est vraiment hyper frappant dans le film, c'est le totem de sorcière. Cet objet constitué d'ossements, là, qui a une tête vraiment effrayante, et donc c'est grâce à cet objet que la sorcière parvient à envoûter sa cible. Alors est-ce que ça existe, ce genre d'objet à base d'ossements qui servirait en fait de transfert? Alors pour le totem, oui, on peut par exemple aller chez le boucher, demander des ossements pour confectionner un totem, tout comme ça. Par contre, tu peux tout aussi bien avoir une statuette dédiée à Satan ou à Lilith ou à d'autres seigneurs infernaux. Alors maintenant qu'on a un peu fait le tour de l'hôtel, évidemment on va se pencher davantage sur la magie elle-même. Vers la fin du film, la sorcière utilise un truc terrifiant, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle souffle une poudre magique sur Ed Warren, et ça lui fait perdre la raison, ça lui fait perdre toute réalité, au point de le faire attaquer Lorraine. Alors, est-ce qu'il y a des poudres ou des potions qui permettent de faire quelque chose d'aussi puissant? Alors, oui et non, parce que dans le sens où... Alors oui, je te mentionne ça parce que j'ai pu voir que notamment en magie vaudou, il y avait des choses extraordinaires au niveau des poudres, et je suppose que le satanisme peut aussi recourir à ce genre de technique. C'est une technique assez rare. Alors la malédiction, on voit, elle prend deux formes. Alors au tout début sur David, là on voit un contrôle du cœur absolument terrifiant, on est vraiment dans l'exorciste, des contorsions, la voix déformée, des paroles blasphématoires, l'arrêt à distance du cœur d'Ed Warren. Donc là on est sur super spectaculaire. Alors oui, tout à fait, c'est plutôt pour faire du spectacle en fait. Dans la magie noire, on va faire plus que cette personne ait de la malchance ou subisse ce que la personne nous a fait subir. Voilà. Ok, merci. Ensuite, donc Isla va se concentrer vraiment sur Arnie Johnson. On voit que la première fois, elle va le pousser au meurtre en lui insufflant vraiment des hallucinations terrifiantes qui vont lui porter à croire qu'en fait la personne qui est en face de lui est un démon, et dans la panique il va le tuer. Alors non, on peut pas faire provoquer des illusions à la cible. On continue encore toujours sur la malédiction vis-à-vis d'Arnie Johnson. On voit bien qu'on est passé à un autre niveau à un moment donné du film, puisque elle reprend à nouveau possession de Arnie Johnson, qui à ce moment-là croit être protégée par une petite fiole d'eau bénite, et en fait elle contrôle son cœur pour briser la fiole. Bon, là on arrive à un niveau où moi je commence à avoir vraiment du mal à y croire, c'est-à-dire on est vraiment sur le contrôle du corps. Alors non, ce n'est pas possible d'influencer une personne physiquement par la magie noire. C'est vraiment, on influe plus sur les événements. Bon, je vais te poser une question à laquelle j'imagine tu ne me répondras pas, puisque je sais que t'es tenu au secret sur pas mal de choses. Si toi, tu devais réaliser une malédiction de cet ordre-là, tu t'y prendrais comment? Je prendrais une photo de la personne et me souvenir pourquoi je suis en colère contre elle, comme ça. Et là, j'utilise une incantation pour faire appel à un démon pour accomplir mon rituel. Bon, Zelda, je te fais un gros merci. Petite sorcière, alors je te remercie de m'avoir invité. J'espère avoir répondu à toutes tes questions
et ainsi permettre à tes abonnés de comprendre que voilà, le satanisme, c'est pas ce qu'on peut voir à travers les films. Voilà. Je te dis à la prochaine. Salut Satan de ma part, si c'est pas blasphématoire. Alors, à la prochaine. Merci encore. Grâce à l'intervention de Zelda, nous avons désormais une bien meilleure image de notre sorcière sataniste. Elle est sataniste, oui, ça son autel nous le montre. Mais de toute évidence, elle n'a rien compris à cette spiritualité. Elle agit de façon cruelle, gratuite, et même elle s'en prend à des enfants, en l'occurrence David Glatzel. Mais évidemment, Isla a appris les arts occultes de la pire manière qui soit. Aucun mentor, aucun professeur. Et en plus, tout ce qu'elle avait comme source d'apprentissage de la magie, c'était un musée des horreurs récupéré d'une secte sanguinaire. Évidemment, ça ne pouvait donner qu'un monstre. Mais il y a pire. Sa magie va bien au-delà de ce que le seul satanisme peut offrir. La poudre projetée sur Ed Warren pourrait bien être de la poudre de zombie. Un composé à base de scopolamine d'atropine, inspiré de certaines préparations vaudou, qui peut, une fois inhalé, déclencher d'intenses hallucinations, des pertes de mémoire, des pertes de contrôle de soi, des détresses respiratoires ou même des crises épileptiques extrêmement violentes. Ça vous rappelle rien ? Les hallucinations d'Arnie Johnson, alors qu'en plus il était sous l'emprise de l'alcool. Ou les convulsions, les cris terrifiants de David Glatzel, quand on croit qu'il est possédé. Mais est-ce que ça n'a pas tout d'une crise d'épilepsie intense ? Le film prend une toute autre saveur si on appréhende Isla non seulement comme une sataniste, mais aussi comme une empoisonneuse. Parce qu'à ce moment, elle devient crédible. Et les Warren deviennent complètement ridicules. Ils sont tellement occupés à chercher des démons partout qu'ils ne voient pas que David Glatzel et Arnie Johnson ont été empoisonnés. Et évidemment, c'est ce qui arrive à Ed Warren à la fin, il n'a rien vu venir parce qu'il était trop occupé à chercher un démon. Mais quel boulet! Isla, elle, envahit tout le film de son charisme et de ses sortilèges. Et en plus, elle est crédible. Rendez-vous compte, une gamine privée de l'amour de sa mère, élevée par un père seul, sérieusement dérangé, qui en plus doit cacher son existence. Et elle grandit au milieu d'un musée d'art occulte, satanique, déviant. Oui, c'est une origin story qui se tient. Et plus que ça, c'est une femme mûre. Elle a eu le temps de se former aux arts obscurs et donc d'enrichir ses talents de sorcière sataniste de toutes sortes de poisons issus d'autres disciplines, notamment le vaudou. Même son calice, qui est si étrange, il devient complètement cohérent. Pour une maîtresse empoisonneuse, quoi de plus normal qu'un objet qui fait tout à la fois chaudron et calice, et qui fait qu'elle va pouvoir boire le contenu aussi étrange soit-il parce qu'elle maîtrise parfaitement les ingrédients qui ont été mis à l'intérieur, non pour détruire quelque chose, mais pour préparer soit une potion qui va lui donner le pouvoir de posséder sa cible, soit un poison qui va créer les pires effets. Crise d'épilepsie, hallucination, perte de contrôle. Conjuring 3 nous offre tout simplement une des meilleures sorcières de toute l'histoire du cinéma. Et comment ça finit ? Bah oui, Ed est complètement fou à cause de la poudre de zombie, il est sur le point de tuer Lorraine. Les Warren sont complètement largués, comment ils font pour gagner ? Non, je te jure, tu veux pas savoir. Oh le dieu. Ok. Donc, Ed se ressaisit grâce au pouvoir de l'amour, et il détruit l'hôtel de la sorcière, ce qui met fin à la malédiction. Pardon ? Non
mais quand un sort est jeté, il est jeté. Ça sert à rien de s'en prendre à l'hôtel. Mais si, c'était écrit dans le livre. C'est un livre utilisé pour la chasse aux sorcières. Il n'y a pas moins fiable comme source d'information sur les sorcières. Ah, alors ça servait à rien de détruire l'hôtel? C'est pas le pire. Oh, Comme la malédiction a été interrompue et que la sorcière doit une âme au démon, le démon l'a tué pour pouvoir retourner en enfer. c'est normal, non? Les démons retournent en enfer quand ils veulent. Hein. Pas de problème, il n'a pas besoin d'âme. Il n'a aucune raison de s'en prendre à qui que ce soit, il a autre chose à faire. Oh, et Ed? Ah non, ça t'inquiète, guérison instantanée. La drogue s'est dissipée, il a repris tous ses esprits, il n'a plus mal au cœur non plus. Power of love! Voilà. Conjuring 3. C'est pas un bon film. Ça fait pas peur. Et puis, c'est une arnaque complète en ce qui concerne la retranscription de l'affaire Arnie Johnson. Et la conclusion est catastrophique. Mais, la sorcière, Isla Kastner, c'est une des meilleures sorcières du cinéma. Et rien que pour elle, ça vaut le coup d'œil. Look at me. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous encourage bien sûr à la liker, à la partager sur vos réseaux. C'était une première, la première de cinéma de sorcières. Si le format vous plaît, surtout vous n'hésitez pas à me partager en commentaire vos films de sorcières préférés, surtout si vous avez envie qu'on en parle ici. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Imbolc, et on se retrouve à Ostara pour un nouvel épisode de Sorcières bretonnes.